Le thème que je vais aborder ce matin, comme indiqué tout de suite, c'est celui de la stratégie française dans l'Indo-Pacifique. Alors je dis bien la stratégie française dans son ensemble, analysée d'un point de vue un peu conceptuel et pas dans ses déclinaisons diverses et variées. Il y a au moins deux textes, et je dis au moins deux parce qu'il y en a en fait plus que deux, qui fondent la stratégie française dans la zone. L'un, le dernier, est probablement le plus fameux parce qu'il a bénéficié d'une tribune sans pareil. C'était la stratégie qui a été présentée par la ministre Florence Parly, ministre de la Défense, lors du dernier Shangri-La Dialogue, mais c'est une composante et une composante seulement. Mais avant d'aborder le thème spécifiquement français, j'aimerais revenir sur le concept même d'Indo-Pacifique qui justifie la première partie du titre « À chacun son Indo-Pacifique ». Et je voudrais dire trois choses. D'abord, aborder le concept lui-même. Deux, et dire qu'il n'y a pas d'évidence géographique de l'Indo-Pacifique. Je reviendrai là-dessus dans un instant. Deux, examiner la genèse et plus spécifiquement la question chinoise. Soyons clairs d'emblée, quelqu'un a posé la question hier. Est-ce que le concept d'Indo-Pacifique est une réponse à la BRI? La réponse est oui. Pas que, mais oui. Et au-delà de ça, ça ne dit absolument rien quant à la nature de cette réponse, ni la nature des relations que les uns ou les autres veulent établir avec la Chine. Et cette relation, elle est déterminée par pays. J'expliquerai ce qu'elle est dans le cas français. Troisièmement, examiner la politique française, enfin en tout cas les grandes lignes de ce qu'est la stratégie française dans la zone, et puis analyser brièvement ce qu'est le rôle des Outre-mer dans cette stratégie pour dire qu'il y a là la possibilité, pour le moins, d'un renversement des tendances traditionnelles. Alors, à chacun son Indo-Pacifique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de réalité géographique en soi de l'Indo-Pacifique. C'est d'abord ce qu'on définit comme espace Indo-Pacifique, c'est la traduction géographique d'un concept stratégique. Et donc, il y a autant d'Indo-Pacifique qu'il y a de pays qui acceptent le concept. Ça veut dire pour les États-Unis, pour parler d'un simple point de vue géographique, une aire qui s'étend de la côte ouest des États-Unis à l'Inde, ça veut dire pour l'ASEAN quelque chose qui tourne autour d'elle-même mais qui insiste sur sa centralité, qu'il faut comprendre toutefois non pas seulement en termes de centralité géographique, qui dans son cas diviserait au moins autant qu'elle unit les océans Indien et Pacifique, mais aussi dans sa démarche qui est celle d'une volonté de prévention contre toute hégémonie, ou toute tentation hégémonique à travers notamment un mode de décision par consensus. Si on parle de l'Inde, on a une définition qui ressemble étonnamment à la nôtre, c'est-à-dire qui couvre à la fois la totalité des océans Indien et Pacifique, mais qui dans sa réalité concerne essentiellement l'océan Indien, et encore avec quelques difficultés. Et puis il y a la vision française qui a déjà été énoncée hier, qui inclut effectivement tout l'océan Indien et tout le Pacifique, pour des raisons absolument évidentes, qui tiennent à la présence de population française, de territoire français et d'intérêt français dans la zone. Et donc il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de quoi que ce soit de particulier dans ce cadre-là. Alors, ces considérations, ce n'est pas des considérations anecdotiques, c'est-à-dire que de la définition même que vous donnez de l'espace dépendent aussi la nature et des coopérations que vous allez monter dans celui-ci. Il est bien clair que, par exemple, la difficulté à définir une coopération maritime entre l'Inde, qui a son propre concept d'Indo-Pacifique, et, par exemple, l'Australie, qui a été quasi pionnière dans le domaine, elle tient simplement à la nature des intérêts recouverts. Le simple fait de dire, dans l'un et dans l'autre cas, la Chine est une composante importante, ne suffit pas à déterminer une coopération effective. Pour l'Australie, l'océan Indien, par exemple, c'est essentiellement le nord-est. Pour les Indiens, c'est le reste de la zone. Et les convergences d'intérêts, ça ne définit pas nécessairement une coopération pour un tas de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas ici. Mais dès lors qu'un même mot qualifie des réalités géographiques diverses, il peut aussi que recouvrir des intérêts différents, quand bien même ces intérêts convergent partiellement. L'émergence du concept, je reviendrai ici, je passerai très rapidement dessus. Le concept, vous le savez, bon, il y a toujours, comme à chaque fois dans ce genre de situation, une controverse sur c'est moi, non, c'est moi qui l'ai découvert au premier, ainsi de suite. Grosso modo, dans le débat politique international, il apparaît en 2007 dans la bouche de Shinzo Abe, il est repris et il est développé par les
Australiens en 2013 avec un concept qui est cette notion d'équilibre entre les océans Indien et Pacifique, avec déjà sous-jacent le dilemme entre une dépendance économique forte à l'égard de la Chine et une dépendance sécuritaire forte à l'égard des États-Unis. Et dès cette époque, on a des gens comme Hugh White qui commencent à insister sur ce dilemme et la crainte d'avoir à choisir un jour ou l'autre. C'est des choses sur lesquelles je reviendrai. Mais ce n'est pas encore là que le terme va prendre réellement toute son ampleur. Le vrai commencement, la vraie pertinence internationale du concept, c'est l'automne 2017, avec notamment le discours de Donald Trump lors du sommet de l'ASEM, si je ne me trompe pas. Et c'est le premier Américain qui en fait une politique officielle des États-Unis. Le terme avait été utilisé par des gens comme Hillary Clinton, il avait été utilisé par Kurt Campbell, mais dans un sens assez différent pour commencer, et surtout n'était jamais devenu politique officielle des États-Unis. Et à partir de 2017, à partir de l'automne 2017, et encore plus à partir de décembre 2017 dans la National Security Strategy, là il devient politique officielle des États-Unis avec un sens bien particulier. Alors, je le disais en introduction, la question chinoise dans tout ça, la question chinoise, c'est l'Indo-Pacifique structurellement lié à la montée en puissance de la Chine. Il est une réponse à deux évolutions stratégiques majeures, liées mais distinctes, la projection de puissance de la Chine vers l'extérieur, qui s'est évidemment spectaculairement accélérée depuis l'accession au pouvoir de Xi Jinping et l'annonce des routes de la soie, je reviendrai là aussi là-dessus, et puis il est aussi l'exacerbation de la rivalité sino-américaine, qui est aussi une composante de ça. Alors, si les intérêts oui, c'est effectivement bien du développement de la présence économique, politique et militaire dans l'océan Indien, l'Asie du Sud et le Pacifique Sud, l'Afrique et au-delà, c'est-à-dire en clair autour de la route de la soie, annoncé par Xi Jinping en octobre 2013 à Jakarta, que les projets vont se cristalliser. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Il n'y a pas de jugement de valeur dans cet énoncé-là. La Chine fait probablement dans un premier temps que tirer les conséquences stratégiques de ses propres performances économiques. Et elle est perçue comme telle par beaucoup d'acteurs. Et elle est encore perçue comme telle par beaucoup d'acteurs. Mais là-dessus vient de se greffer progressivement un certain nombre de facteurs qui font que l'inquiétude commence à croître au fur et à mesure que le temps passe. C'est par exemple la présence de sous-marins chinois dans l'océan Indien, lorsque tout ça est justifié par la lutte contre la piraterie. C'est intéressant de faire la lutte contre la piraterie avec des sous-marins chinois ou avec des sous-marins de manière générale, parce que le sous-marin, c'est un outil utile dans le renseignement, c'est un outil utile pour un tas de choses, mais pour la piraterie, c'est pas forcément, enfin j'en sais rien, je parle sous contrôle de l'amiral, c'est pas forcément l'outil qui vient à la tête des gens assez spontanément. C'est évidemment la construction de la base navale de Djibouti, avec la capacité d'accueillir 10 000 personnes, je dis bien la capacité, je ne dis pas qu'il y a aujourd'hui 10 000 soldats chinois et ainsi de suite. Et tout ça se construit également sur fond de problèmes qui a déjà été abordé hier après-midi, c'est-à-dire des stratégies d'endettement, de piège de la dette vis-à-vis d'un certain nombre d'États littoraux de toute la zone. Donc tout ça fait naître une inquiétude, la perception également dans un certain nombre de chancelleries occidentales que nos intérêts reculent, que nos intérêts sont menacés, qui part simplement dès le départ, non pas d'une hostilité supposée de la Chine. Officiellement, tout le monde, tout va bien, Madame la Marquise, les relations sont excellentes entre la France et la Chine, entre tout le monde et tout le monde, mais ça part simplement du simple fait du constat du conflit d'intérêts. Donc il n'y a pas encore une fois de jugement de valeur, il y a une réalité d'un recul ou d'une avancée des uns et des autres. Les incertitudes sur l'engagement américain, ça c'est la deuxième composante, ou plutôt Alors, ces incertitudes ne sont pas la totalité de la donnée, et avant ça, je devrais parler plutôt de ce qu'est la stratégie indo-pacifique de l'administration Trump, qui fait de l'expansionnisme chinois, ou de ce qu'elle perçoit probablement à juste titre comme l'expansionnisme chinois, non seulement comme un dénominateur commun aux océans Indien et Pacifique, mais surtout comme la cible explicite de la politique régionale
des États-Unis. Et le terme explicite, ici, est important, parce qu'il serait complètement naïf de supposer que les prédécesseurs de Donald Trump n'avaient pas la perception d'une menace chinoise potentielle dans le visa. Et si vous reprenez toute la rhétorique de l'administration Obama, notamment celle qui tourne autour du TPP, il y a cette composante-là. C'est pas pour rien que Ash Carter, le secrétaire à la Défense, affirme à plusieurs reprises que le TPP, c'est plus efficace comme instrument d'affirmation de la puissance américaine dans la zone que n'importe quel porte-avions. Donc c'est quelque chose qui, là aussi, est important. Mais, et c'est là qu'est oui, j'oublie une partie, pardon. Oui, je disais que c'est bien ce caractère explicite qui crée la polarisation et qui met mal à l'aise les partenaires des États-Unis, qui craignent tous, à un moment ou à un autre, d'être contraints de choisir dans cette perspective. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que cette polarisation délibérée, elle est relativement acceptée par la Chine, qui à la fois la craint, mais en même temps bâtit sa propre image internationale dans une relation obsessionnelle avec les États-Unis. Donc c'est une espèce de système qui s'entretient et qui se place dans cette diarchie auquel les uns et les autres vont essayer d'échapper. Mais tout ça se produit également, et là, c'est là sans doute qu'il y a non pas tout à fait non plus une spécificité trumpienne, mais tout ça se produit dans un concept d'incertitude assez marqué et croissant par rapport à la fiabilité de l'engagement américain vis-à-vis de la sécurité de leurs alliés. C'était déjà quelque chose qui était présent sous Obama, c'est quelque chose qui va faire que s'exacerber sous Trump. Alors, finalement, pour tous les États autres que les États-Unis, de quoi l'Indo-Pacifique est-il le nom? Ça veut dire trois choses essentiellement. Une volonté de gérer la relation avec la Chine. J'insiste sur le thème de gérer la relation avec la Chine. Deuxièmement, une volonté d'affirmer une proximité avec les États-Unis et de préserver autant que faire se peut la possibilité de coopération et notamment de coopération sécuritaire avec les États-Unis, mais également, et c'est un élément au moins aussi important, une volonté de s'abstraire des conséquences les plus pénibles de la rivalité sino-américaine. Sortir de cette polarité-là, c'est la volonté de la quasi-totalité des acteurs qui acceptent et développent le Conseil d'Indo-Pacifique. Et c'est pour cette raison qu'ils le développent tous autour de leur spécificité propre aussi, pas seulement pour des raisons géographiques. Et donc il y a une espèce de contresens à vouloir penser que accepter et développer un concept de l'Indo-Pacifique, c'est un alignement sur les États-Unis. C'est l'inverse d'un alignement. C'est une volonté de se démarquer, mais en prenant en compte des contraintes diverses et variées qui fait que réconcilier la volonté d'une politique acceptable avec Pékin et en même temps de s'assurer des garanties de l'autre côté. Et donc c'est dans cet espace-là malaisé que chacun essaye de décrire de construire sa définition de l'Indo-Pacifique. Je passe très brièvement sur les champs thématiques. Les champs thématiques, ils sont connus. Et d'une certaine manière, l'Indo-Pacifique s'inscrit essentiellement dans la prolongation du débat sur les espaces communs. Il s'inscrit dans cette... on parle du maritime, on parle du spatial, on parle du cyber. Tout ça est souligné par l'accent mis sur la connectivité dans toutes ses formes, mais ça ne se limite pas. Et j'ajouterais que le débat sur l'Indo-Pacifique établit un lien beaucoup plus étroit que par le passé entre le débat sur la gestion de ces espaces communs et les espaces nationaux, en y ajoutant donc une forte dimension de souveraineté. S'y ajoute, dans le cas français, je reviendrai là-dessus, la dimension environnementale. Alors, le concept français dans tout ça, c'est exactement la volonté de concilier toutes ces dimensions-là. Si vous reprenez les discours du président Macron, et j'invente absolument rien, tout est public, accessible sur le web, en français, en anglais, et vous pouvez aller contrôler à peu près tout ce que je vais raconter. La définition, le problème vis-à-vis de la Chine et la question de la définition de la relation avec la Chine, elle est centrale. Elle est affirmée non pas dans le huis clos très relatif de la conférence des ambassadeurs, elle est affirmée pour la première fois sur le territoire chinois, Xi'an.
La Chine, la route de la soie ne doit pas être la voie vers un nouvel hégémonisme. La route de la soie doit être une voie dans les deux sens. En clair, l'accès au marché est souligné d'emblée. Et toutes les déclinaisons politiques et stratégiques qui en découlent. C'est un thème qui est répété time and again dans à peu près toutes les interventions du président Macron dans les mois qui vont suivre. C'est répété à Delhi, c'est répété évidemment dans le discours de Garden Island, qui du point de vue de l'Indo-Pacifique est le discours fondateur. Il réaffirmait en même temps la force du lien avec les États-Unis. Ça n'exclut absolument pas, évidemment, ce qu'est la difficulté avec l'administration Trump. Ça les définit d'autant moins que très vite Trump affirme son désintérêt pour la question de l'environnement, sa volonté de sortir de l'accord de Paris, à l'heure même où la France fait de l'environnement un thème central de sa gestion de l'Indo-Pacifique. Pour le reste, les grands thèmes qui sont développés, sécurisation de l'espace maritime, respect de la liberté de navigation, lutte contre le terrorisme, prolifération nucléaire et contre les trafics en tout genre, et ainsi de suite, et atteinte à la souveraineté, sont rigoureusement identiques à ce qu'on peut voir à peu près partout ailleurs. L'insistance, en revanche, sur le quatrième objectif, c'est-à-dire la protection de l'environnement, distingue relativement la France de l'approche de ses partenaires. Elle est articulée, comme vous le savez, autour des thèmes du changement climatique, et donc des énergies renouvelables au travers du lancement de l'Alliance solaire. La question a été posée hier des moyens que la France était prête à mettre derrière ce concept. C'en est un, c'est du domaine civil, mais là on met des choses derrière, et de la biodiversité. Mais ces thèmes sont pensés pas seulement en fonction de leur intérêt propre, ils sont pensés aussi parce qu'il y a une perception assez claire de leur caractère stratégique. Le changement climatique, c'est un multiplicateur de menaces. C'est un multiplicateur de menaces parce que ça affecte à peu près toutes les dimensions de la sécurité. Ça redessine l'écart, ça déplace des populations, ça crée de nouveaux foyers de tension. Bref, c'est un facteur de déstabilisation potentielle. Je ne vais pas mentionner les impacts potentiels sur les infrastructures critiques et ainsi de suite. Je ne mentionnerai pas la biodiversité non plus, qu'on se souvienne, pour ne blesser personne, des questions de pêche au large de la Somalie, parce que globalement, avant d'être un problème de crime organisé, la pêche au large des côtes somaliennes, enfin la piraterie au large des côtes somaliennes, c'est d'abord un problème de surpêche et de réaction à ceci. Et puis après, ça prend évidemment d'autres dimensions. Alors, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que la France n'est pas la seule à traiter la question environnementale comme une question intimement liée à l'Indo-Pacifique. Il suffit de regarder une création relativement récente du Pentagone, le Pacific Environmental Security Forum, qui traite précisément de ces questions, alors de manière un petit peu différente et avec probablement moins d'aisance au moins au niveau du discours que les Français, pour des raisons politiques évidentes, c'est-à-dire le Pentagone ne pas s'afficher ouvertement contre des principes énoncés par son patron. Mais le fait est que c'est une agence du gouvernement des États-Unis, c'est un ministère de la Défense, qui décide que l'environnement fait partie intégrante des considérations, enfin des défis stratégiques qu'il est supposé relever. J'ajouterai enfin un dernier thème, mais il est absolument central, c'est dans la définition de l'Indo-Pacifique telle que le veut la France, c'est la question du multilatéralisme. Elle est au cœur du concept, c'est à la fois un objectif, c'est-à-dire la nécessité de préserver l'ordre international existant dont il est le fondement, et un processus. Et puis c'est aussi d'une certaine manière, la meilleure façon de protéger quelque part les États les plus faibles, parce que globalement, et quelqu'un l'a rappelé hier, aux Nations Unies, les Tonga, ça pèse aussi cher que les États-Unis. Et que donc c'est quelque chose qui compte en termes de démocratie internationale, même si, évidemment, le système est loin d'être parfait, ce que chacun d'entre nous sait déjà. Le rôle des Outre-mer dans tout ça. Le rôle des Outre-mer, il est consubstantiel de la définition de l'Indo-Pacifique français. Il l'est pourquoi? D'abord parce que géographiquement, c'est l'ancrage. C'est l'ancrage de la France dans l'Indo-Pacifique. Ce sont eux qui déterminent l'étendue de la zone économique exclusive française,
qui fait qu'à peu près dans toutes les conférences internationales, on rappelle qu'on a la deuxième zone économique exclusive la plus étendue au monde. C'est eux aussi qui déterminent la force de notre engagement. Je veux dire, le choix de l'Indo-Pacifique, c'est pas quelque chose qui est destiné à faire joli dans le paysage diplomatique ou à exister. C'est aussi un devoir de protection et de promotion de nos intérêts, de nos populations, de nos territoires. Et donc c'est une garantie pour nos partenaires de la pérennité de l'engagement français dans la zone. Donc c'est une garantie à tous les niveaux. Mais toute la question, et c'est une question centrale, je suppose aussi pour ici, et je serais ravi qu'on puisse en discuter dans la discussion, c'est la capacité de la France à aider quelque part ces territoires d'outre-mer à s'intégrer davantage dans l'environnement régional. Paris, c'est loin, mais Paris, ça fait encore des choses ici à Tahiti, ça en fait à La Réunion, ça en fait en Nouvelle-Calédonie. Et si vous voulez, je pense que la plupart d'entre vous auront écouté avec attention le discours d'Emmanuel Macron à La Réunion. Tout est à peu près dit dans ce texte-là. Le souci de connecter ces espaces de vie à leur environnement et d'en assurer une croissance durable, respectueuse de l'environnement et des hommes, c'est la clé du succès d'Indo-Pacifique à la française. C'est ça la définition. Et je citais là les propos de l'ambassadeur Lechervy, qui est probablement celui qui en France a la réflexion la plus élaborée sur le sujet et évidemment un acteur influent de sa définition. Alors je conclurai simplement pour dire que dans cet espace, encore une fois stratégiquement déterminé, la France entend jouer sur toute la gamme des instruments à sa disposition, politique, économique, militaire, qu'elle entend jouer à fond de ses partenariats, et que donc on peut dire que d'une certaine manière, l'Indo-Pacifique en France, c'est un work in progress, c'est quelque chose qui se construit au jour le jour. Et certaines composantes en sont déjà en place, d'autres méritent d'être développées, d'autres sont encore à définir et seront développées dans l'avenir. Avec le souci permanent, et j'insiste sur ce point, de faire un lien entre les grandes thématiques globales, celles qui sont discutées dans les enceintes internationales, et le niveau national et le niveau local. Pour être très concret, parce que tout ça est très concret, ça n'a aucun sens de discuter d'une convention sur la biodiversité, comme ça sera le cas à Pékin l'année prochaine, en 2020, avec la COP15, si dans le même temps, les collectivités territoriales n'ont pas les moyens de s'assurer du respect des textes qui ont été acceptés par les États dans ces conventions-là. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Ce qui veut dire aussi deux choses. Ça veut dire d'abord que c'est un processus éminemment démocratique, que quand on parle d'intégration et quand on parle de coopération, c'est un terme sur lequel on peut interroger peut-être la mise en œuvre, mais certainement pas la volonté de mise en œuvre, non pas parce qu'encore une fois, ça fait joli dans le paysage diplomatique, mais parce que c'est une nécessité. D'accord ? Et c'est tout le projet français sur l'Indo-Pacifique aujourd'hui. Vous aurez compris que c'est un projet qui est par définition inclusif, inclusif et inclusif. Parce que dans tout ce paysage-là, qu'est-ce qu'on essaye de faire? J'ai parlé de la Chine dans mon introduction et je terminerai sur ce point. Là aussi, les termes ont été définis par Emmanuel Macron dans son discours de Garden Island. La volonté, ce n'est pas de chercher une confrontation qui serait stupide et contre-productive pour tout le monde, c'est de chercher l'établissement d'une égalité dans la relation, d'un level playing field. D'où la recherche de partenariat, d'où ce genre de choses. Mais que ceci sera d'autant plus aisé à faire que dans la définition même, et ce n'est pas pour rien que j'ai cité la COP 15 sur la biodiversité l'année prochaine, il sera d'autant plus aisé ou d'autant plus compliqué, peu importe, mais d'autant plus significatif, en tout cas, de discuter avec la Chine de la mise en œuvre de textes qu'elle aura elle-même discuté et dont elle aura été, au premier plan, un acteur de la définition. Et donc c'est vraiment un projet éminemment démocratique, c'est d'une certaine manière une relative inversion du rapport à l'autre qui est quelque part
à l'ajout. Reste à voir, évidemment, comme toujours, jusqu'où on sera en mesure d'aller, comment tout ça se mettra en place dans un environnement qui est par définition dynamique, changeant, et où les perceptions elles-mêmes n'évoluent pas forcément au même rythme. Et s'il y avait une utilité majeure à ma présence à ce colloque, c'est d'avoir compris à quel point les perceptions peuvent différer entre Tahiti, par exemple, Paris et d'autres parties du monde, Nouméa et autres. Et je terminerai là-dessus. Merci beaucoup.